Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 13e grande conférence organisée par l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Je suis Maylinda Djegou, professeure au département de management, et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Les grandes conférences sont devenues un lieu de rencontre idéal pour les milieux des affaires, le milieu académique et la relève entrepreneuriale. Nous avons aujourd'hui le grand honneur d'accueillir Madame Edith Cloutier, la présidente de Rogers Québec. Le thème choisi, Innover pour demain, leadership, technologie et inclusion, incarne pleinement l'engagement de l'ESG à réfléchir, à débattre et à agir face aux grands enjeux de nos organisations et sociétés. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et sans tarder, je vais passer la parole à notre doyen, Komlan Zedro. C'est tout un plaisir de vous accueillir parmi nous. On pensait le faire au printemps, c'est-à-dire aujourd'hui, mais le temps ne s'y est pas prêté. Mais bon, je pense qu'on aura d'autres occasions de discuter et on sera toujours fiers de nos diplômés. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cette 13e grande conférence de l'ESG-UQAM. Dans nos discussions tout à l'heure, on parlait de se faire mieux connaître. Et les grandes conférences vont aussi dans ce sens-là, de se faire mieux connaître, en fait. Et on essaye d'en faire la publicité le plus possible pour montrer notre impact sur la société. Je remercie aussi ma très chère Maylinda d'avoir accepté d'animer cette conférence. Et par les temps qui courent, on avait déjà prévu la conférence avant, mais par les temps qui courent, que ce soit nos voisins du Sud, je pense que ça témoigne de notre impact ou de notre inclusivité ou de notre leadership féminin dans la société. Et je ne peux qu'en être très fier, en fait, du fait qu'on sort du cadre, c'est notre slogan, qu'on sort du cadre et qu'on fait les choses autrement pour l'avenir de la société. Parce que certains bouleversements sociétaux ne peuvent, je l'espère de tout mon cœur, ne peuvent qu'être passagères. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Oui, oui. Ben, merci d'aborder les thèmes comme comment les femmes façonnent l'avenir de la technologie, parce que c'est un domaine où on n'a pas l'habitude de voir les femmes, et vous êtes une pionnière, et je suis d'autant plus fier que vous soyez une de nos diplômés. Je vais le répéter souvent, celui-là. Et avant de continuer un peu, je tiens à remercier quand même nos partenaires qui sont Finance Montréal, qui a permis l'organisation de cette conférence ou de ces grandes conférences. Notre centre d'entrepreneuriat, eux, ils n'avaient pas le choix. Martin Deslauriers, le directeur, le centre d'entrepreneuriat de l'ESG-UQAM. Et puis, l'association des étudiants de l'ESG. J'ai l'habitude de dire que j'ai la meilleure association étudiante de tout l'UQAM et on collabore vraiment beaucoup avec l'association des étudiants et ils participent vraiment à la vie de l'école de façon constructive. Donc, je ne peux en être que très fier. Et ce que aussi j'ai l'habitude de dire, c'est l'approche de l'École des sciences de la gestion qui est une approche humaine, démocratique, parce qu'on a été créé pour démocratiser le savoir au Québec et dans le monde. Et ça aussi, je ne peux en être que très fier, parce qu'on a diplômé 116 000 étudiants, plus que n'importe quelle école de gestion au Canada, pas seulement au Québec ou dans le monde, on a plus de diplômés que n'importe quelle autre école de gestion. Et l'une des questions, comme prof de finance, je me suis dit, mais où ils sont? Ben, ils sont à la tête de Rogers Communication, entre autres. Mais on a Laurent Ferreira, notre ministre qui est à la Banque nationale, notre ministre des Finances actuel. Donc, ce sont des sources de fierté, sachant que près de la moitié de nos étudiants sont de première génération. Donc, leurs parents n'ont pas eu accès aux études supérieures. Donc, c'est une fierté de voir quand même qu'on a rehaussé le niveau général de l'éducation au Québec et dans le monde, parce qu'on est un peu partout dans le monde aussi
comme au Vietnam, en Chine, en Pologne. Donc, c'est des sources de fierté pour l'école, comment on a pu contribuer. Et l'autre chose que j'aime dire, c'est que là, on se connaît ceux qui sont bien placés dans la société, mais on est accrédité, comme en bas, pour votre programme MBA, qui nous place dans les 2% meilleurs MBA au monde, en fait. Donc, à toute fin pratique, je m'applaudirai quand même. Donc, on n'a rien à envier à qui que ce soit, où que ce soit dans le monde, en termes de la qualité de l'éducation qu'on offre. On a aussi, pour nos programmes de tourisme, TEDQual, qui est l'accréditation de l'Organisation mondiale de tourisme, gestion de projet, on a PMI. Donc, on a toutes les accréditations qui font de nous une des meilleures écoles. Et comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit un secret trop bien gardé. Il faut quand même le diffuser pour montrer quand même notre importance dans la communauté et la qualité de notre éducation. Ce n'est pas seulement de dire qu'on a gradué le plus de monde, mais l'éducation qu'on donne à l'ESG est aussi bonne que n'importe où, sinon meilleure. J'adore les comptables, même si je ne suis pas comptable, je suis en finale, parce que l'examen comptable des CPA, c'est un examen pan-canadien. Et cette année, c'est un de nos étudiants qui est premier de tout le Canada. Il faut le dire quand même, parce qu'on peut dire, tiens, il est gradué à la maîtrise en finance, en management, mais comme c'est un examen national, et c'est le même examen de tous les étudiants du Canada, ben, je pense que ça vaut la peine de le dire quand même que même à cet examen national, c'est un de nos étudiants qui a été le meilleur. On est aussi, pour parler de finances un peu quand même, on est aussi l'Omnium financier qui regroupe, je pense, 13 universités. Nos étudiants ont été classés premiers cette année. Donc, c'est des sources de fierté qu'il nous faut dire le plus souvent dans la société. Je ne vais pas être plus long parce que là, je m'écoute et là, je dis, non, mais je vais prendre toute la place, mais je vais sauter un peu. Mais on a aussi, au niveau de la recherche, de la formation dans le numérique et tout, on aura l'occasion d'en discuter. On aura l'occasion d'en discuter pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour montrer encore plus notre impact dans la société. Mais ce que je nous invite aussi, à part mon nouveau pavillon, parce qu'on a un nouveau pavillon qui s'en vient, donc la prochaine fois, j'espère que j'aurai l'occasion de vous accueillir dans notre nouveau pavillon et qui va faire de l'école, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais je peux vous dire l'habit fait le moine. Donc on aura un espace beaucoup plus glorieux, si je puisse m'exprimer ainsi. Et encore une fois, cette conférence tombe à pic parce que ça montre notre inclusivité. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne dis pas les tromperies de Trump et tout, et je pense quand même que les universités, si j'ai un message, les universités doivent tenir pour défendre la liberté académique. Si on restreint la liberté académique, je me demande où est-ce qu'on va. Genre, si on ne peut pas discuter librement, ben on ne peut pas avancer. Et je pense que l'université est un lieu d'idées, est un lieu de recherche, et on devrait permettre de faire toutes sortes de recherches. Certains ne mènent à rien, mais ça vaut la peine d'essayer, en fait. Donc, je vous remercie et j'ai hâte de vous écouter. Merci. Merci Komlan. En effet, c'est un vrai bonheur d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Edith Cloutier. Dynamique et axée sur les résultats, Madame Cloutier est une femme d'action pour qui impossible, ce n'est pas une option. C'est fort de cette conviction qu'elle a bâti sa carrière et que depuis plus de 25 ans, elle excelle dans la prestation de solutions de télécommunications aux entreprises et dans le secteur public. Leader dans l'industrie, notamment en matière d'innovation et d'établissement de liens d'affaires, Madame Cloutier a occupé plusieurs postes de haut rang dans des entreprises telles que Alstom, Bell Mobilité, Bell Canada, avant de devenir présidente
de Rogers Québec et vice-présidente vente, affaires et secteur public. Ces 2 postes qu'elle cumule avec brio lui permettent non seulement d'augmenter la force de la marque au Québec et de faire rayonner le nom de Rogers dans la communauté, mais également d'accompagner les entreprises canadiennes et les clients du secteur public désireux d'adopter les technologies de pointe afin de pouvoir favoriser leur croissance. Madame Cloutier, qui a habité aux 4 coins du pays, partage clairement la devise d'un océan à l'autre, très à jour aujourd'hui. Détentrice d'un diplôme en administration des affaires de l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique, elle est aussi titulaire de l'MBA, je vais le répéter aussi, de l'Université de Québec à Montréal. Très impliquée dans la communauté, Madame Cloutier siège au conseil d'administration de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill. Madame Cloutier est récipiendaire d'un prix honorifique Catalyst 2022, modèle de leadership inclusif. Notre entretien se déroulera sur une durée d'environ 30 minutes. Après, on va ouvrir pour des questions des participants. Merci beaucoup, Madame Cloutier, d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous invite à prendre place. Il me semble que c'était long, ça. Quand on l'écoute. C'est pas tout. C'est pas tout. Ah non? Non, c'est pas tout. Non, mais attention, là, je pense que c'est peut-être pas bon, c'est peut-être mon poids. Il y a quelque chose dans la chaise, hein? Ouais. Excusez-moi. Je fais ça au mobilier. Oui, mais là, ça fonctionne? J'ai senti beaucoup de fierté, mais moi aussi, je suis très fière, très contente d'être ici. Merci beaucoup. Mais là, tu vois, si ça retombe, je vais être gênée. Voilà. Oui. Je suis trop haute? On a des problèmes de chaise. Non, ça va. Ça va? Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, on va les... Parfait. Alors, là, j'étais un peu stressée. Hein? Quand je suis rentrée dans le building, je me sentais que j'allais faire un examen puis je n'étais pas préparée. Est-ce que vous allez être indulgente? Ça vous est arrivé? Jamais. Ah, OK. Past behaviors. Best predictor for future. Donc, on revient en français et donc, on commence avec la première question qui porte sur, effectivement, l'innovation. L'ADN de Rogers, un acteur clé de l'innovation technologique au Québec et au Canada. Pourriez-vous nous tracer les grandes lignes de la manière dont l'innovation a façonné la trajectoire de Rogers et continue de la façonner, et surtout en soulignant tout ce qui concerne les opportunités et les défis de ce processus? Bien, laissez-moi commencer en disant que je suis très fière de travailler pour Rogers parce qu'on dit que c'est dans le DNA de l'organisation, et c'est vrai. L'innovation, c'est vraiment au centre de tout ce qu'on fait. Et ça, c'est depuis toujours. T'sais, on est le premier appel cellulaire qui a eu lieu entre Montréal et Toronto, c'était Rogers. On a aussi été le premier à offrir la 5G. Là, je me rapproche un petit peu là, dans le temps, mais on était les premiers à lancer cette technologie-là. Et puis, je vais parler tantôt des belles opportunités. C'est sûr que ce que ça fait comme organisation, c'est que tu es un petit peu toujours sur la pointe des pieds. On n'est pas une... Puis malgré que les télécoms, souvent, c'est comme on parle toujours de la technologie qui est passée, de legacy, hein, pour éviter le mot français ici, mais nous, ce qu'on est toujours en train de penser, c'est la prochaine étape. Comment on peut aller plus loin, comment on peut brancher plus de personnes, comment on peut s'assurer qu'on est là dans les moments importants des gens, parce que c'est souvent là que ça se passe pour la technologie et les télécommunications. Fait que ça façonne un peu ton image, ta façon d'être, ta façon de réagir dans le marché. Fait que ça, j'ai beaucoup de fierté là-dessus. Les gros défis, je vous dirais, c'est la résilience de nos réseaux. Hein. Toujours plus le data là, qui est important, toujours plus de transmission, d'être présent. Et puis, on l'a vécu, j'en parle pas beaucoup, mais je vais en parler. On a vécu une grande panne, si vous vous souvenez, il y a quelques années. J'essaie de l'oublier parce que c'était un beau mois de juillet que je partais en vacances. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de vacances. Et c'est là que tu te rends compte comment tu es, comment les gens, comment on est dépendant de la technologie. Fait que ça, c'est un défi
défi de s'assurer que la résilience des réseaux est là. Et pour nous, les télécoms, ce qui est difficile aussi, c'est notre pays, notre province est aussi très vaste. Hein? Alors, tout ce qui est les business cases, comme on dit en bon français, ne sont pas simples parce que la couverture est grande et puis, ben, quand tu mets une tour, ben, tu as un petit peu une limitation. Fait que ça, c'est nos défis dans le temps puis depuis toujours de rester à l'avant-garde de ça. Dans les grandes opportunités, la prochaine belle innovation, c'est la connexion satellite et cellulaire à satellite. Puis ça, je vous dirais encore qu'on est là, je ne peux pas faire de grosses annonces, mais on est très avant-gardiste là-dedans. On est beaucoup dans ça présentement. Et ça va changer beaucoup de choses. Surtout pour une province comme le Québec. Si on parle des endroits qui ne sont pas couverts aujourd'hui, qui vont devenir à 100% une couverture, ça, c'est hyper important. Et sur nos téléphones cellulaires actuels. Donc, on n'aurait pas besoin de changer de technologie. Ça, je vous dis que c'est notre plus grosse opportunité dans le temps là, qui est maintenant. Magnifique. Très prometteuse, en effet, cette technologie. Donc, on n'a pas le choix que de revenir au moment présent. Un moment et un contexte de guerre commerciale, des tensions géopolitiques et économiques, on ne peut pas s'échapper, qui redéfinissent les dynamiques concurrentielles. Alors, dans ce contexte-là, l'innovation souvent est perçue comme un levier stratégique qui permet une forme de résilience et de résistance organisationnelle. Alors, on se demande quel type de leadership jugez-vous nécessaire, utile, essentiel pour piloter l'innovation dans un tel contexte d'incertitude et de confrontation commerciale? Comment une entreprise comme la vôtre peut-elle structurer sa capacité d'innovation pour résister aux pressions et surtout pour profiter en fait des opportunités? Mm-hmm. C'est sûr que dans des moments comme on vit aujourd'hui, l'instabilité, l'insécurité, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si l'innovation a toujours été au cœur de ce que tu fais, comme j'expliquais un peu tantôt, il faut vraiment pas que tu gardes. C'est pas le moment de changer de cap. C'est pas le moment de dire qu'on va retomber un petit peu sur nos talons parce que ça bouge trop, puis c'est difficile, il y a de l'insécurité. Au contraire. Puis vous le dites, c'est des opportunités. C'est la prochaine étape. Quand je parlais de télécommunication, la prochaine étape, elle est extrêmement importante. Dans un contexte comme aujourd'hui, ça va changer la donne. Je pense que le leadership aussi, c'est de rester très... Vous parlez de résilience, c'est important, mais aussi de rester très focusé sur ce qu'on s'est donné comme mandat. Je pense qu'il ne faut pas essayer de changer de cap quand ça va mal, disons ça. Il faut suivre le plan, puis il faut rester à l'affût de ce que ça peut apporter, toute cette instabilité-là. Puis je pense que ça, on est assez bon là-dedans. Puis là, je suis comme un peu comme vous, je vais me vanter. Là. Hein? C'est l'heure, mais on est assez bon de garder ces caps-là malgré les frictions et malgré tout ce qui se passe. Là. C'est important. Parce que, comme je vous dis, ça fait partie de notre DNA. Fait qu'on ne change pas du jour au lendemain ce qui fait partie de ce qu'on fait à tous les jours. Et ce qui est bien avec les situations de crise, une entreprise qui a l'habitude de l'innovation, qui dit innovation, c'est une incertitude. Oui. Donc, c'est un atout parce qu'on sait comment gérer les incertitudes et donc on sait comment aller chercher effectivement. Et en état de crise, effectivement, il y a comme des temporalités qui sont différentes. On a un sentiment d'urgence. Ça peut devenir effectivement une opportunité. Mm-hmm. On a un sentiment aussi de plus de tolérance au risque. Parce qu'on veut sortir de la situation. On se rappelle, par exemple, l'arrivée du vaccin contre le Covid. Au lieu de 36 mois, on s'attendait à ce que ça arrive rapidement sur... Et donc, tout ça, j'imagine que dans votre secteur, ça profile de nouvelles opportunités. Hein, et deux, est-ce que l'écosystème aussi dans votre secteur est résilient et résistant aussi? Résilient, résistant. Puis c'est vrai de dire que le sentiment d'urgence est pas mal au centre de tout ça en ce moment. Si on regarde qu'est-ce qu'on peut trouver, la prochaine bonne chose, et ça nous pousse. Fait que oui, la résilience, mais puis ça ne veut pas dire qu'on ne se questionne pas. Hein? Ça ne veut pas dire que... C'est vrai qu'on a l'habitude de vivre, c'est risqué, parce que les investissements qu'on fait... Souvent, tu te dis, bon, ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est pas vu, comment ça va réagir. Mais je pense qu'on ne s'arrête plus à ça parce qu'on sait que le cap, il faut le garder vers... Parce que ceux qui, dans notre domaine, puis je pense que c'est à peu près partout pareil,
quand l'innovation meurt, ben, c'est un petit peu le début de la fin de cette industrie-là ou de ces organisations-là. Fait que oui, la résilience est importante, puis autour, tout ce qui se passe, mais il faut garder le cap. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est clair. Et un autre élément aussi qui est encore une fois lié avec la crise, c'est les moments en fait délicats. C'est aussi le fait que d'habitude, dans ces moments-là, les réglementations s'assouplissent parce qu'on veut sortir de la crise, etc., etc. Donc, on a que le CRTC nous entende. Voilà, nous entende. Et donc, à un certain point, il faut, à mon avis, aussi garder le regard fixe, pas seulement sur l'avancement de nos projets, mais aussi sur nos valeurs. Parce que le regard ou le contrôle ou les règlements s'assouplissent, pas dans tous les secteurs, mais peut-être à peu près. Alors, comment faire de sorte à ce que, effectivement, les entreprises ne courent pas juste après le profit, mais aussi après l'intérêt collectif. Donc, c'est là, je pense, un moment délicat où il va falloir, effectivement, chercher des sorties de crise, mais aussi en le faisant pour le respect. Ce qui nous amène, en fait, vers le deuxième volet qui porte sur les valeurs et le leadership inclusif. Par exemple, les secteurs technologiques restent majoritairement masculins. Alors, quels sont les leviers privilégiés chez Rogers pour favoriser l'accès et l'évolution des femmes au sein de votre industrie? Avant que je réponde à cette question-là, parce qu'elle m'intéresse, mais là, vous m'avez interpellée avec la réglementation, puis je disais, oui, on est une industrie très réglementée, un peu comme les banques, mais différemment. La technologie, je parlais du CRTC tantôt, mais il y a ICED aussi qui... puis vous avez entendu, le ministre Champagne aussi était très impliqué quand il y a eu la transaction chez nous. Mais oui, c'est vrai qu'il faut quand même continuer à pousser. Puis le bien collectif, tu sais, quand je parlais de brancher les communautés éloignées, ça, c'est le bien collectif. Parce que je vous dirais que si on regardait seulement le profit, probablement qu'on n'y irait pas. Dans le sens que c'est des, comme je vous dis, c'est des cas qui sont lourds d'investissement, mais qui font, je vous dis pas que c'est... Pauvre nous, on ne fera pas de profit avec ça, mais c'est sur du long terme. Il fait qu'il faut y croire. Puis on sait comment ça va déterminer le futur des affaires, mais aussi des gens. Fait que je tenais à dire que vous aviez... Oui. L'ADN, innovation plus valeur. Plus valeur. Là, vous me parliez du leadership féminin puis la place des femmes chez Rogers. En fait, quand je me préparais, je me disais, c'est quoi les leviers qu'on a mis en place? Parce que c'est pas vrai qu'on écrit, vous le savez, on n'écrit pas une procédure sur comment on va engager des femmes. Mais je suis fière de dire, bien, premièrement, j'en suis un exemple. On a beaucoup de femmes dans notre comité exécutif. Si je regarde, on vient de nommer la présidente du Sans-Fil chez nous, puis c'est drôle parce que je vous ferai une anecdote tantôt. On vient de la nommer, ça doit faire à peine 3 mois, puis c'est une femme de Trois-Rivières qui, elle, a pris la présidence du Sans-Fil chez Rogers, coast to coast. Fait que c'est vraiment une belle nomination. Puis là, elle était dans un meeting, puis elle me disait, je suis la seule femme. Elle vient de m'écrire il y a quelques minutes, on dirait qu'elle savait que je m'en venais présenter. Fait qu'elle me dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Fait que là, je trouve ça intéressant. Fait que les leviers qu'on met, en fait, c'est que il faut s'assurer qu'on a des femmes dans des rôles clés. Ça, je pense qu'on est assez bien servi, mais il faut aussi en parler, il faut aussi être des bons mentors, il faut aussi inviter, il faut être un peu, comment on dit, sensible à ça. Dans le sens que, tu sais, moi, depuis que je suis en place, je peux vous dire que ma directrice principale des ventes, c'est une femme. Puis il faut mettre en place ces mécanismes-là, mais ça se fait aussi, c'est culturel. Oui, il faut serrer les coudes. Puis je dirais aussi aux femmes, you have to lean in. Là. Je ne veux pas répéter des paroles qu'elle a déjà utilisées, mais il faut nous aussi être là, puis il faut être indulgente envers les autres. Parce que nous, on est notre pire ennemi, en fait. Ben, c'est ce que je dis, là. Il faut célébrer les femmes, il faut s'inviter, puis il faut se donner de la place. Il faut se faire le Girls Club. Bien, on est plus exigeante. Non, c'est vrai. Mais, tu sais, souvent, là, il y a beaucoup d'hommes dans la salle, mais
Les femmes ont beaucoup de courage managérial, je trouve. C'est une de nos qualités, une des grandes qualités des femmes. Puis quand on prend une décision, on la prend vraiment par affaire. Puis on la prend aussi, oui, avec notre cœur, mais on la livre. On ne fait pas juste en parler. Ça, je trouve que c'est un beau trait de caractère des femmes. Je dis toujours, quand tu as besoin que quelque chose se fasse, donne-le à une femme. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça, c'est ma petite annonce. Messieurs, je vous aime quand même. Vous souriez là, parce que vous avez vu un exemple hein, dans votre tête. Vous dites, elle a donc raison. Ouais. Alors, dans un contexte mondial, je l'ai déstabilisé. Dans un contexte mondial où les principes d'équité, de diversité, d'inclusion font face à des remises en question, euphémismes parfois, allant jusqu'à des attaques en fait virulentes. Quel mécanisme, encore on revient, mais on élargit un peu le cadre au-delà de l'évolution des femmes, quels mécanismes sont nécessaires afin de promouvoir et surtout d'ancrer durablement ces valeurs? Comment, chez Rogers, vous articulez l'innovation avec ces principes? Et dans quelle mesure considérez-vous que l'adoption de pratiques inclusives puisse être le levier stratégique pour la créativité et la performance organisationnelle? C'est une grosse question. Je commencerai par dire il faut être vrai dans ce qu'on fait. Quand tu mets en place des comités sur la diversité, quand tu donnes la place aux femmes, aux minorités, à différents, tu sais, qu'on parle dans la grande diversité, il faut que tu le fasses pour les vraies raisons. C'est-à-dire, ce n'est pas juste pour avoir une certification ou avoir un papier puis dire j'ai fait la. Puis, les mécanismes en place, nous, chez nous, ce qu'on fait très bien, c'est qu'on a plusieurs comités qui vont représenter la diversité, que ce soit un comité des femmes, que ce soit le comité des femmes noires, que ce soit Ensemble pour elles, qu'on appelle chez nous. On les fait vivre, ces comités-là, mais à l'intérieur de nos murs. C'est-à-dire que nos gens lèvent ça à bout de bras, on participe, il y a beaucoup d'échanges. Puis ça, c'est là où je dis, il faut pas... c'est facile, encore là, de ne pas se concentrer là-dessus parce qu'il y a plein d'autres choses qui prennent des priorités. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on le fasse pour le vrai. Il faut qu'on soit honnête dans cette démarche-là. Puis nous, ça nous a bien... En tout cas, nous, je trouve que dans notre culture, je vais parler du Québec parce que c'est ici que je suis la plupart du temps, à Montréal. À la Maison Rogers, on le vit. On le vit, puis on célèbre cette diversité-là, mais concrètement, avec plusieurs activités qui sont importantes pour ces différents groupes-là. Et c'est sûr que ça crée une belle dynamique. On avait commencé ce qu'on appelle les Safe Talk durant la COVID, puis on a continué ça. Comment on discute des enjeux, comment les gens les vivent. Je pense que c'est super bien reçu, mais il faut le faire de façon vraie. Il ne faut pas que ce soit, comme je dis, juste pour une certification. Parce que la certification est facile à avoir. En principe, tu t'organises, tu as tes crédits, tu l'as, mais il faut que ça se vive à tous les jours dans des choses concrètes. Et vous nous avez promis des anecdotes qui vont à l'encontre de ce désir d'instaurer ces valeurs, de les ancrer durablement. Est-ce que c'est au sein de l'organisation que ça peut faire face ou au sein de l'écosystème, de votre industrie? Bien, c'est sûr qu'on est une industrie qui, à la base, c'était très masculin. C'est une industrie masculine, vous avez raison. Oui, ça n'a pas été toujours sain, mais je racontais comme anecdote que c'est comme un peu dans le tard, moi, que je l'ai vécu. C'est peut-être pour ça que je suis rendue où je suis rendue. J'étais pas consciente, ou peut-être que je voulais pas être consciente de cette pression-là d'être une femme dans un monde masculin. Parce qu'à un très jeune âge, je remercie mon père qui est encore ici, qui a vraiment ouvert la porte de « ça n'existe pas la différence ». J'ai un frère, j'ai encore un frère d'ailleurs, mais il n'y avait pas de différence entre lui et moi. Puis ça faisait partie de tout le temps. Puis là, je le dis pas parce que ça paraît bien dans la discussion, c'est vrai. Et ça, je salue ça. Il y a plus de 50 ans, c'était pas la réalité de tout le monde. Fait que j'ai eu vraiment ce beau cadeau-là qui a fait que probablement je suis rentrée dans la vie des télécoms, puis dans le marché du travail, puis moi, je le voyais pas. C'est-à-dire que je le vivais pas ou je me laissais pas le vivre parce que pour moi, ça n'existait pas. Aujourd'hui, je trouve ça plus difficile. Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus vieille
ou on dit plus sage, hein, on ne dit pas plus vieille, mais là, j'ai pas beaucoup de patience pour ça. J'ai pas beaucoup de patience, puis on le vit encore malheureusement trop souvent. C'est les commentaires que je suis plus capable. Des fois, j'entends des choses, je me dis, un imbécile, tu sais, ça n'a pas de bon sens. J'ai même pas le c'est pas le courage que j'ai de ne pas répondre, mais je me dis, je ne sais pas s'il faut perdre notre temps là-dessus, mais là, je le vois plus. Cette impatience-là, elle est là. Puis moi, je pense qu'il faut la nommer. Moi où j'ai beaucoup de succès avec mes collègues masculins, c'est que quand je leur dis, bon, on a-tu fini de... on va-tu régler ça autour d'un cigare et un scotch? Parce que d'habitude, c'est ça qu'ils faisaient dans le temps, là, tu sais. De nommer que c'est en train de se passer. Je pense que les gens se conscientisent puis le font, mais j'y apporte pas beaucoup d'importance. Mais c'est encore là. C'est encore là, puis il faut pas laisser ça prendre le dessus. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait un pas vers l'avant, puis on recule 3-4 pas. Là, on le voit... ça a été difficile le lendemain des élections. En tout cas, pour moi, en tant que femme, le lendemain des élections américaines, ça a été très difficile. Je le disais, j'ai vécu ça comme un deuil, en sachant que quand même 54 % des voteurs avaient été des femmes pour élire le président Trump. Fait que je l'ai vécu difficilement. Mais je pense qu'il faut continuer d'y croire, il faut continuer de prendre notre place, puis il faut se faire de la place aussi. Fait que des rencontres comme celle-là, c'est des belles rencontres. Et j'imagine que la patience vient aussi avec le fait que vous avez fait l'épreuve, que vous étiez aussi bonne, et sinon meilleure, que les gens qui vous entourent. Donc, à un certain point, quand vous dites imbécile, peut-être c'est le cas. J'ai dit ça, hein? Oui, je réitère que vous l'avez dit, que je l'ai dit j'ai aussi. Pas nommé, non. J'ai-tu nommé un nom? La personne qui pense comme ça, ouais, au 21e siècle, avec toute l'information, avec tout ce qu'on fait pour effectivement promouvoir ces valeurs, ça ne peut être qu'un imbécile. Voilà, et la troisième fois. Et après, je me disais, vous avez eu la chance, parce que votre famille, le cercle où vous avez évolué, ça vous a donné toute l'ambition, en fait, et donc vous avez pu voler avec vos propres ailes, avec cet esprit d'égalité. Mais pour des gens qui sont autour de nous et qui part d'un autre point de vue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les organisations, mais aussi l'environnement, peut les pousser vers le haut, peut renforcer cette croyance en soi et donc les armer pour faire face à ce monde-là? Moi, je pense que, premièrement, il faut faire de la place. Il faut poser les questions, il faut mettre les gens de l'avant. Je pense souvent les gens ne sont pas conscients de l'impact qu'elles ont, que les femmes ont, l'impact qu'elles ont, mais de le nommer, de leur laisser de la place, de les pousser vers l'avant. Mais le plaisir que j'ai, le plus grand plaisir, c'est tout ce qui est le mentorat. Mais tu sais, le mentorat, là, des fois, on se complique la vie, là. Il ne faut pas se compliquer la vie. Tu as besoin de me parler, tu me laisses, je vais t'aider, je vais te conseiller. Puis même, je vais être quelqu'un qui va je ne vais pas dire protéger, là, parce qu'il n'y a personne qui a besoin de protection chez Rogers. Je ne dis pas qu'on est dangereux. Là. Mais tu sais, si je suis dans une rencontre puis que je vois que ça s'en va ou ça ne devrait pas s'en aller, de laisser la place, de poser les bonnes questions, de laisser la place aux individus, je pense que ça, c'est bien important. Puis ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup de faire de la place. Puis il faut que... Bien, la première personne qui doit croire en elle, c'est la personne, peu importe féminin, masculin. Mais après ça, c'est d'aider ça, de donner cet espace-là, de donner la place aux femmes. Parce qu'en technologie, on est très... ce qu'on apporte autour de la table, on est très créative. On est souvent les premières à penser, comme on dit, outside... Ça ne se dit pas en français, c'est outside the box. Sortir du cadre, c'est ça que je cherchais. Mon Dieu, quelques millions plus tard. Sortir du cadre. Mais oui, effectivement, fait que je trouve que ça, on a beaucoup ça. Puis on est très, très... on challenge beaucoup le statu quo. On est des... Fait que faut amener cette diversité, si je suis capable de le prononcer, ça va bien aller, cette diversité-là. Magnifique. Et donc, vous êtes passé par l'UQAM, vous êtes passé par le système universitaire, par les écoles en général. Et donc, dans ce monde en pleine mutation, quel cap les écoles de gestion devraient-elles adopter pour façonner une nouvelle génération de leaders ou d'innovateurs engagés, lucides, responsables? Moi, je dis, puis là ça ne sera pas une annonce. Je vais vous aider là, à vous faire de l'annonce, mais l'université est hyper importante. Pour garder le discours, garder les conversations de l'avant, de rassembler les gens,
de façonner, tu sais, façonner la route à plusieurs personnes. Moi, ça a changé ma vie. Tu sais, si je n'étais pas venue à l'UQAM, à l'ESG, là, j'ai fait mon programme MBA, c'est sûr que je ne serais pas où je suis. Puis souvent, je dis aux gens, puis là, je ne veux pas insulter personne qui font le MBA, je pense, la plus grande valeur, puis je pense que c'est une des valeurs que vous avez, c'est tout le travail d'équipe. Tu sais. Quand j'étais dedans, je détestais ça. Je me disais, oh my God, c'est compliqué parce que quand on travaille en même temps, les équipes, t'en as un paresseux, l'autre qui ne se présente pas. Mais en fait, c'est la vie. Je trouve que c'est la plus belle école pour ça, de rassembler les gens, parce que c'est ça qu'on va vivre dans nos organisations. On va être confronté à ça. Puis pour moi, ça, c'est hyper important. Il ne faut pas changer. En tout cas, votre formule, elle est très bonne. Il ne faut pas la changer parce que ça nous prépare pour la réalité. C'est sûr que moi, j'avais travaillé avant de faire mon MBA pour quand, mais ça, c'était la plus belle. C'est quelqu'un qui m'avait donné ce conseil-là. C'était un très bon conseil parce que je suis rentrée avec une autre... tu sais, oui, tu n'apprends pas d'autres matières vraiment. Tu refais des matières différemment, avec un œil différent. Mais ça a changé ma façon de faire. Puis il faut vraiment que nos universités soient fortes, qu'ils soient, on en parlait tantôt, c'est important parce que ça joue un rôle, ça garde tout d'actualité, puis ça pousse les conversations puis l'avancement. On va vous applaudir. Oui, hein? Alors, si on est dans une salle de classe, de cours avec des étudiants, vous êtes la prof, et les conseils que vous allez dire à ces jeunes cadres, à ces jeunes, quels seraient en fait, comment vous voulez les armer? Bien, premièrement, il faut croire en vous. Il faut vraiment croire en vous parce que là, j'ai comme l'impression que je m'adresse à des étudiants, c'est pas ça, là, mais il faut croire en vous parce que quand vous allez sortir, il y a plein de monde qui vont vous dire pourquoi vous ne réussirez pas, en fait. Puis pourquoi il faut que tu changes ta personnalité, il faut que tu t'habilles de cette manière-là, il faut que tu réagisses. Sois pas trop passionné. Les femmes, on se fait dire ça souvent, mon Dieu, bien trop émotive et passionnée. Croyez en vous et faites vivre ce que vous êtes et restez vous-même, ça c'est sûr. Puis on a besoin de cadres féminins, on a besoin de gens qui vont pousser le message, qui vont pousser le discours, qui vont pousser l'agenda. Mais ça sera pas simple, mais en même temps, le deuxième conseil, c'est ayez du plaisir en le faisant. Moi, je me disais, là, la question que je me fais poser, puis c'est pas parce que je suis vieille, là, les gens disent quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Parce que là, c'est le mot... on appelle ça des retraites chez nous, là, dans des télécoms. On dit « allé à la retraite » là, il y avait 14 ans parce qu'on avait besoin de faire de la place. Mais souvent, les gens vont se poser des questions. Puis je me dis, je ne suis pas prête à arrêter tant que j'ai du plaisir. Tu sais, c'est difficile. On est dans des domaines très compétitifs. L'innovation, si on n'est pas le premier qui innove, on est dernier. Hein. Puis je dis toujours à mes équipes, second is last. Là, tu sais, t'es deuxième, t'es dernier. Mais tant qu'on a du plaisir, qu'on y croit, puis qu'on reste vrai dans ce qu'on fait, ça aussi, c'est un bon conseil que j'ai reçu. Croire en soi, puis le faire avec beaucoup de passion, puis sinon changer de branche. Moi, je dis, si vous n'êtes pas dans le bon domaine, la vie est courte, mais longue. Quand tu n'es pas heureux ou quand tu... Puis je pense que les gens... Tu sais, moi, les gens que je rêve, vous parliez de Laurent Ferreira, je regarde des gens qui réussissent, puis que, tu sais, des fois, on les regarde, puis c'est des gens aussi qui sont vrais. Tu sais, qui sont approchables, qui sont vrais, tu dis ça, c'est des vrais leaders, tu sais, qui vont te dire les vraies choses. Puis moi, c'est l'autre conseil. Restez vous-même. C'est excellent, merci. Je pense qu'on peut aller ouvrir la discussion pour la salle, en fait. On dirait que je vous tournais le dos. Et donc, vous vous approchez du micro pour poser vos questions. Puis les questions difficiles, je vous les laisse. Okay. Bonjour. J'ai la misère avec ma chaise. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien? Merci beaucoup pour votre temps. Je me suis beaucoup vue dans le Deliver. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, 5 filles et un garçon. Donc, j'essaie de les amener en technologie. Ce n'est pas toujours facile. Mais je vous ramène à ma question qui est la suivante. Étant quelqu'un qui deliver, qui est très positif, malgré dans un contexte d'incertitude, comment on peut ramener les gens, comme moi je suis gestionnaire de projet dans mon équipe, à adhérer quand même à cette fougue-là puis à continuer?
Parce que des fois, ça crée un écart, puis on ne sait pas si on va être capable de diminuer, puis ça fait en sorte que quelqu'un qui est tellement positif, qui veut amener vers le haut, mais là, si les autres ne suivent pas, ils se braquent, surtout en ce moment. Dans les salles de technologie, en ce moment, moi, je suis dans les ERP, c'est pas facile. On est affecté par nos avec ça. Ouais. Bien, c'est pas simple. Vous parlez d'être positif. Je pense qu'en même temps, où on est capable de rassembler les équipes, c'est sûr d'être positif, mais là, tu sais, je ne suis pas non plus la cheerleader qui fait juste dire non, mais c'est, puis c'est important ce que je veux dire, parce que moi, je dis que ça, c'est important, mais aussi d'être réaliste. Moi, je trouve que souvent, puis en ce moment, les télécoms, je vous le dis, on est dans une période difficile, il y a beaucoup d'incertitudes, on refait les structures, on regarde comment on peut être plus efficace pour continuer à investir. Fait que les gens ne sont pas fous autour de nous. Hein? Fait qu'on essaie de... Oui, il faut garder le cap, parce que les projets, il faut les livrer, mais aussi, il faut nommer les choses qui vont moins bien pour rassurer les gens. Puis je pense que quand la combinaison de « il faut continuer, c'est là où on va », puis pourquoi on le fait, moi, je dis toujours de donner l'histoire, mais aussi de dire... Moi aussi, je trouve ça difficile. Voici pourquoi je trouve ça difficile. Puis voici pourquoi c'est d'autant plus important dans ces moments-là de garder le cap et de livrer. Mais c'est pas simple. Mais je pense qu'il y a aussi ce discours-là, d'être positif, mais d'être réaliste. De garder un équilibre. Oui. Tu sais, moi, je suis mon chapeau de vente. Tu sais, depuis 6 mois, je dis aux équipes, chaque mois compte. On ne peut pas juste dire, je vais faire mes chiffres à la fin de l'année. On est tellement dans un contexte compétitif et rigoureux en ce moment, qui nous demande de ne pas laisser rien tomber. Là, je toujours, depuis 6 mois, je dis les gens, s'il y a un moment que c'est important de livrer mois sur mois, sur mois, sur mois, c'est aujourd'hui, à cause de toute l'incertitude puis tout les questions que ça amène. Puis ça, je pense qu'ils sentent la pression, mais en même temps, ils comprennent le pourquoi, le pourquoi de la chose, fait que ça aide à garder. J'ose croire ça aide à garder le cap. Ouais. Donc, transparence, puis avec un côté humain. Oui, c'est ça, un côté humain puis un côté réaliste. Merci beaucoup. Oui, merci. Là, peut-être qu'il faudrait leur demander. Ils me trouvent plate mon équipe, là, mais je pense que ça va quand même bien. Prochaine question. Pas la question qui tue, là. Qu'est-ce que vous pensez de l'environnement actuel? Vous avez dit tout à l'heure que ça étonne, que 54% des femmes ont voté pour Trump. En même temps, je me dis, est-ce que des fois, parce qu'on veut l'égalité et tout, ça ne vient pas de nous-mêmes, de ne pas y croire? Je ne sais pas quelle est votre impression? Bien, mon impression, le lendemain, j'étais en deuil. En fait, j'ai vécu une semaine où j'étais, pas angoissée, mais pas bien. Pas bien en tant que femme, mais pas bien aussi d'être le voisin si proche de quelqu'un comme ça. Pour moi, c'était surréaliste. Je pense que ça l'est encore pour plusieurs personnes. Là, je ne suis pas la seule. Mais dans ça, je pense qu'il faut regarder comme nous, comme nation. On a été pas mal bullies de ce temps-là par lui. Si on parle du 51e État et tout ça. Là, moi, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire. C'est le temps de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Comment on peut être fort, se rassembler. On parlait tantôt de la fierté canadienne qui est renouvelée. On ne se le cachera pas. Je vais dire pour M. Blanchette, c'est pas parce que je l'aime pas du tout, mais là, on voit là, que ça, juste nos élections en ce moment, ça change la donne de comment les gens se sentent. Là. Mais je pense qu'aussi, il faut voir nos opportunités comme personne. Mais comment je vois ça en ce moment, c'est assez triste. Souvent, j'essaie depuis, pas que je veux avoir des œillères, mais il ne faut pas s'angoisser non plus avec ça. Il faut continuer, mais c'est pas beau, là. Je continue un peu sur la même longueur d'onde. Il faut quand même qu'on s'estime heureux. Autant pour Clinton, je me dis, c'est triste dans le sens où je ne comprends pas comment il a pu gagner contre Clinton. Et là, il gagne encore contre une femme. Donc, je ne sais pas comment percevoir la société américaine en soi. Je pense qu'au Canada, moi j'espère que ça ne serait pas passé. Parce que les personnes contre qui Trump a gagné, les 2 fois, c'est des femmes. Et moi, j'étais certain que Mme Clinton aurait gagné, en fait. Kamala, donc on pourrait dire qu'elle est venue sur le tard. Mais quand même, je ne lui vois aucune compétence. Mais je ne sais pas comment vous percevez ça. En tout cas, il va nous rendre service pour la prochaine élection. D'après moi, il est en train de nous ouvrir la voie, nous donner raison. En tout cas, pour le prochain, je pense que j'ose croire
que dans 4 ans, puis je ne suis pas certain qu'il va se rendre dans 4 ans, j'ai comme d'espoir qu'à mi-mandat, qu'il se passerait quelque chose, là. On ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver, mais je pense qu'il ouvre la voie pour les prochaines. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour avoir le vote? C'est difficile à comprendre pourquoi on ne laisse pas la place aux femmes. Par contre, on les a battus au hockey. Oui, c'était un Ouais. moment déterminant. C'était un moment j'étais présente. Je pensais de perdre connaissance. Oui, parce que je me suis dit, c'est drôle, une fois, j'étais sur place avec des clients, puis je me suis dit, s'il faut qu'on perde, la charge émotionnelle, elle était palpable. Puis, tu sais, on était, nous, une rangée de... Moi, j'ai même pas osé mettre mon chandail canadien, parce que je me disais, je vais recevoir une petite caloche. Mais je peux dire qu'après qu'on a gagné, advienne que pourra, vive le Canada, on était contents. Puis j'espère que les femmes vont faire la même chose au mondial féminin. Là, je sais qu'on a perdu la première, mais j'espère qu'ils vont faire la même chose. Mais on les a battus au hockey. J'insiste. Ouais. Oui. Je me demande concrètement, là, Rogers, qu'est-ce que vous voyez comme... là, on parle de l'incertitude causée par la situation, mais les tarifs, tout ça, c'est quoi que vous faites face en ce moment comme incertitude? Puis est-ce que vous avez des plans de match face à ça? Puis... Bien, nous, présents, on va dire dans tout ça, là, si on parle de tarifs, les télécoms, on n'est pas sur la liste primaire de problématiques, dans le sens où... puis on n'est pas là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que ce qui crée, par exemple, c'est l'économie. Cette incertitude-là, c'est ça qui est difficile sur... Bien, vous avez vu les actions d'à peu près toutes les compagnies de télécoms, sauf que là, aux États-Unis, ça semble que les télécoms reprennent du poil de la bête sur... du côté de la bourse, mais c'est plus ça, nous, notre incertitude, dans le sens qui est le défi, c'est que les entreprises, les clients sont beaucoup plus... tout le monde est un peu en attente. Hein, quand tu crées de l'incertitude, bien, il y a peut-être des projets que tu délaisses, il y a peut-être des choses que tu vas, dans le temps, tu vas les pousser. Nous, c'est plus ça du côté des télécoms qu'on vit. Puis l'autre chose, bien, c'est tout ce qui est... Je parlais d'investissement. Bien, parce que c'est de l'incertitude, ce n'est pas les tarifs tellement, mais comme, OK, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on prend une pause? C'est là le défi. Puis en télécom, on ne peut pas prendre de pause beaucoup. On le fait dans le temps, tout le monde le fait. Là, je ne suis pas en train de vous donner un secret de famille, de dire, bon, on va et tu payes après. Là, parce que ça va trop vite. C'est une industrie qui va beaucoup trop vite, puis c'est rendu un service essentiel. On l'a vu quand il y a des pannes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser votre cellulaire quand ça ne marche pas ou de l'avoir oublié à la maison. C'est une catastrophe. Là. On pense qu'on ne peut plus fonctionner. Là. Fait que c'est plus ça, nous, que les tarifs comme tel. Puis la réglementation, en fait. Si on parle de cellulaire à satellite, il y a une réglementation. Fait que tout ce cadre-là réglementaire, il faut continuer de le pousser. Et en contexte d'incertitude, est-ce que c'est plus de collaboration ou de compétition entre les acteurs du même secteur? Qu'est-ce que vous voyez plus comme dynamique se dégager? C'est drôle parce que, en fait, on se compétitionne, mais on a besoin un de l'autre. Hein? Les réseaux, c'est un peu ça, c'est très interrelié. Fait que je dis toujours que c'est un peu, pas incestueux, là, mais c'est comme un petit peu, fait que, oui, on continue de se compétitionner parce que c'est le nerf de la guerre, en fait, chacun, mais en même temps, il y a beaucoup d'aide inter-réseau. Fait que c'est comme un... Ben oui, c'est ça, c'est bien dit. Mais c'est un peu oui. Mais si on regarde, nous, on vient, là, ça fait 2 ans, mais la grosse acquisition qu'on a faite dans l'Ouest, ça change quand même beaucoup la donne. Du jour au lendemain, on est passé le plus gros réseau de télécommunications au Canada. Fait que c'est sûr que ça joue serré. C'est pour tout le monde, là. C'est pas seulement chez Rogers, c'est assez compétitif. Mais on a besoin d'un de l'autre dans la vraie vie. Ouais. Bonjour. Bonjour. On a commencé la discussion en parlant d'innovation. Oui. Or, l'innovation est souvent précédée par la recherche fondamentale. Mm-hmm. Étant dans une université, c'est dans ces centres de recherche et dans les universités que beaucoup de la recherche fondamentale se fait. Comment considérez-vous, en fait, est-ce que vous voyez le rôle de la plus grande compagnie de télécommunications du pays dans le financement de cette recherche fondamentale-là qui peut mener à de l'innovation?
C'est une très bonne question. On n'a pas nécessairement au Québec, mais puis peut-être qu'on a une opportunité. C'est une question piège, hein? Il me prépare pour la prochaine rencontre la semaine prochaine. Je vous dirais que on va financer beaucoup de projets. Je ne sais pas si vous avez entendu avec l'Université de la Colombie-Britannique. Ça n'a rien à voir que je suis allée à SFU parce que c'était l'autre université, là. Mais il y a eu des gros projets sur le IoT, la gestion des trafics qu'on a fait sur les campus universitaires. Un peu la même chose à Waterloo. Puis on a fait aussi un projet avec là, je ne veux pas les nommer, mais avec un compétiteur, mais sur la gestion des trafics dans des quadrilatères importants. Fait qu'on fait beaucoup de ça, on y croit, mais c'est pas simple. Vous parlez d'investissement, ce n'est pas simple dans le sens, mais il faut trouver le créneau, puis on est très ouvert à ça. Si vous avez des idées, fait qu'on va faire beaucoup de business case sur les campus universitaires. On a le meilleur laboratoire de IoT. Oui, mais c'est pour ça que je dis, on a fait dans plusieurs universités. On était rendu ici, là, je vous dirais. Jennifer, par la voiture. Alors, merci beaucoup. C'est réglé, là. On a réglé ça. Hein? C'est une très bonne question. Vous allez aller loin. Merci beaucoup, Mme Cloutier, pour ce partage de vécu foisonnant et inspirant. Alors, on va poursuivre les discussions, les conversations dans le cocktail de réseautage. Et donc, on peut inviter tout le monde alors dans la salle à côté. Alors, je tiens aussi à remercier. Je tiens à remercier. Alors, je tiens à remercier chaleureusement, bien sûr, l'équipe des organisateurs de cette édition, 13e édition des conférences, pour l'engagement exemplaire, le doyen pour son soutien. Merci à toutes et à tous pour votre présence et encore merci pour ce partage. Alors, au plaisir de poursuivre nos conversations.